Le COVID nous a empêchés. Maintenant, on n'en parle plus. 2021 s'en vient. On est dans une nouvelle lancée. On souhaitait vous parler, on souhaitait vous informer. On a créé notre podcast. Donc, bienvenue dans votre podcast, celui de Rodéo Mont-Saint-Anne. Vous avez pu voir dans les derniers jours, l'image a commencé à s'améliorer, à bouger. Ça vient avec notre nouvelle boîte de com qui est Algorithme, qui fait un travail incroyable. C'est une boîte de com qui va être à votre image. Donc, des jeunes adultes qui veulent triper dans l'événement. Donc, on a donné ce mandat-là à mon groupe, à ma boîte de communication, et j'en suis très fier. On crée un podcast parce que c'est fini de marcher à l'ancienne, les conférences de presse qui en finissent plus, et ainsi de suite. Nous, on s'est dit, on veut lui parler quotidiennement. À chaque mois minimum, vous allez nous voir apparaître et on va vous présenter nos différents acteurs 2021. Ces acteurs-là qui vont venir vous divertir et maximiser votre expérience Rodéo Mont-Saint-Anne. On a toujours le souci du détail, on veut toujours avoir mieux. Ce qui est important, c'est que vous sachiez qu'en 2020, on a travaillé comme des forcenés pour vous faire un parc impeccable. Maintenant, on a 6000 places assises, des estrades super belles, peinturées, clean au bout, et on est en train de se doter d'un nouveau un stage extérieur pour accueillir des shows musicales de première qualité. On a travaillé très, très fort pour que vous soyez de cette expérience-là et que dès le moment qu'on ne parle plus de COVID, on puisse se lancer à nouveau. Je vous donnerai pas trop d'informations. Je vous parle de spectacles, je vous parle de choses du genre, mais ce qui va être le fun dans notre podcast, c'est qu'ils vont venir s'asseoir ici. Puis ils vont venir dire ce qui se passe, ils vont venir annoncer le nouvelle. Aujourd'hui, dans notre premier podcast, je vais vous présenter un de mes deux présentateurs. Comme vous savez, Rodéo Mont-Saint-Anne, on a besoin de bons commanditaires. J'ai la chance d'avoir l'équipe de Capital Chrysler qui va venir se présenter, nous parler un petit peu de leur implication avec nous. Et là, dans le prochain podcast, on va voir la gang de Joe Drouin qui vont venir nous parler un peu de leur discipline à eux. Un coup que ça s'est fait, j'ai un invité de marque avec nous aujourd'hui. C'est Jean-François Caron, le 3e homme le plus fort au monde. Et on va se payer une bonne jazz avec Jean-François Caron. On va aller dans des endroits que vous ne pouvez même pas vous imaginer que ce gars-là doit faire pour être à ce niveau-là, au niveau international. Donc, là-dessus, j'ai assez parlé. Laissons parler nos acteurs et on vous dit, suivez-nous, ça s'en vient. Mon premier invité en présentiel, j'ai deux présentateurs et deux présentateurs qui sont inestimables. Aujourd'hui, on vous présente notre gars de char, c'est Simon Brassard qui vient représenter l'équipe de Capital Chrysler. Simon, parle-nous de ton titre, qu'est-ce que tu fais chez Capital Chrysler? Yes, salut Danny, je suis content d'être là après-midi. Écoute, chez Capital Chrysler, je suis le directeur général des ventes de véhicules neufs. Fait que de ce côté-là, je m'occupe tout de l'équipe de neuf, les véhicules, les commandes, l'inventaire, tout ce qu'il y a à savoir dans le véhicule neuf, ça passe par moi. Fait que c'est mon gros titre chez Capital. Un titre inestimable parce que, pour vous faire un petit historique, en février dernier, contre toute attente, on perd notre présentateur du tout début de l'événement Rodéo Mont-Saint-Anne. J'avais eu la chance dans le passé de travailler avec Simon, fait quelques appels, bing bang, mon ami Simon, parce qu'on est devenus des amis, Simon, à fréquence qu'on se texte, qu'on s'appelle, je pense qu'on est des bons amis. Donc, mon ami Simon, on fait des démarches importantes avec Mathieu Laplante, ton directeur, et m'a réussi à venir relever le défi. Et un présentateur, pour nous, Rodéo Mont-Saint-Anne, ça a une valeur inestimable parce que, premièrement, ça nous amène à une visibilité. Simon, l'année dernière, vous avez fait quoi pour nous? Ben, c'est sûr, l'année passée, on a commencé à monter des véhicules pour montrer un peu ce qu'on était capable de faire chez Capital Chrysler quand on a des véhicules neufs. On t'avait monté un beau gladiateur rouge aux couleurs du rodéo avec un petit lift kit dessus, des pneus 35 pouces. On t'avait mis un set de mag offset aussi un petit peu. Puis on t'avait lettré ça aux couleurs du rodéo avec les couleurs de Capital Chrysler, Joe Drouin, fait qu'on t'avait fait un beau petit bolide. Je m'étais monté un beau RAM aussi aux couleurs du rodéo avec un lift kit avec des pneus de 35 pouces, un mag 20 pouces, offset, un lift kit de 4 pouces, les gros backracks, tout le kit.
On n'a pas pu les montrer aux gens au rodéo, mais on est capable de montrer un peu n'importe quel véhicule puis faire des beaux projets pour le rodéo avec toi, là, à venir et futur aussi. Hein. Et puis, tu sais, Simon, ce que j'aime beaucoup de votre arrivée avec nous autres, on était dans le COVID, mais je retiens une image que tu as postée sur ton Facebook, puis vous pouvez en être fier. Vous étiez numéro 1 et vous êtes encore pas mal numéro 1 au Québec. Comment vous avez passé à travers cette vague-là du COVID? Parce que je me souviens très bien que un peu qu'on vous annonce comme présentateur, quelques jours après, tout le monde est fermé et vous avez passé dans le tourneur. Comment vous avez passé à travers ça, le COVID? C'est une adaptation. On a fait un petit peu comme toutes les autres entreprises. On s'est creusé un peu la tête à savoir comment on peut continuer à opérer et rendre service au monde. Tu sais, c'est quand même un service essentiel. Une voiture, tu en as besoin. Si il faut aller à l'hôpital, tu te rends en voiture. Fait qu'on a commencé à offrir nos services en ligne puis de la livraison à la maison. Fait que j'étais avec deux de mes représentants puis on opérait en ligne avec une équipe de BDC qui s'occupait de ramasser les demandes un petit peu partout au Québec. Puis dans la limite du possible, on livrait le véhicule à la maison dans les zones qu'on pouvait, jusqu'où qu'on pouvait aller, parce qu'on pouvait pas aller au Nouveau-Brunswick dans ces coins-là. On avait beaucoup de demandes aussi. Fait qu'on s'est adapté, on a fait des méthodes de désinfection. On était deux avec des gants. On désinfectait le véhicule avant l'essai routier. On allait montrer le véhicule chez le client. On le désinfectait avant, après, pendant quasiment. on prenait vraiment aucune chance avec le côté sanitaire de notre travail. Fait qu'on a vraiment mis les mesures en place pour continuer à opérer et rendre le monde heureux aussi. Tu sais, j'étais allé livrer des véhicules, le monde en avait vraiment besoin de continuer à travailler. Fait que c'était un service essentiel qu'on rendait aux gens. Puis on s'est comme adapté dans le bon temps, puis on va continuer comme ça aussi. Là, parce que c'est pas fini le COVID malheureusement, puis les gens se sont habitués à ça aussi, un peu le service à distance. Fait qu'on essaie d'offrir le même bon service qu'on offre à la concession, mais en ligne, en faisant tout par Internet puis par téléphone. Fait que on s'est adapté comme tout le monde un petit peu. Puis en plus, j'ai vu que mon deuxième présentateur qui t'a nommé Joe Drouin, vous lui avez même envoyé quelques voitures, un beau RAM qui est rentré dans leur cours. C'était impressionnant. Moi, ce qui m'impressionne toujours, c'est quand vous arrivez sur notre site dès l'an prochain. Moi, je m'attends de quoi de Capital Chrysler? Mes auditeurs qui sont sur le point de changer le véhicule, on parle de tenir 13 journées de festivités, des choses qui vont être complètement capotées, des shows musicaux, mais on va avoir un championnat canadien que je vais vous parler un petit peu plus tard, on va avoir du rodéo à côté. Mais à chaque fois, là, moi, je te donne toujours un mandat, Simon, c'est viens faire ton argent chez nous parce que tu m'en donnes, puis c'est important qu'on fasse de la bonne business ensemble. Donc, à quoi l'auditeur, la personne, le spectateur, le gars qui va venir nous encourager l'année prochaine peut s'attendre de ta part et de ton équipe lorsqu'il va venir au Rodéo Mont-Saint-Anne? C'est sûr qu'il faut vous attendre à voir plein de véhicules. Chrysler, Dodge, Jeep, Ram, tout ce qu'on a dans notre cours va être sur le site en démonstration. Je vais encore m'amuser à monter des véhicules. C'est un plaisir pour moi de faire un véhicule spécial pour le rodéo à chaque année que j'ai pu participer avec toi. Je t'ai monté toujours une édition spéciale. Fait que je vais en faire plusieurs. Tu as plusieurs rodéos. Fait que ça va me permettre de te monter plusieurs véhicules. Fait que c'est sûr que vous allez avoir une gamme de camions que vous ne verrez pas deux fois normalement. À part au rodéo, vous allez le voir, vous ne le reverrez pas rouler. Là. C'est des éditions spéciales qu'on en fait une fois, puis après ça, on passe à un autre modèle. Vous allez voir les nouveaux modèles de Chrysler, de Dodge, dans le fond, les modèles performance. On va avoir le Ram TRX. Si j'en ai encore un en main, ça va être ça qui va être... il va être au rodéo. Après ça, on a les Durango L4. On a des beaux véhicules qui s'en viennent de notre côté, des véhicules performants. On a le Wrangler... ils appellent ça le 4xA, là, c'est le nouveau Wrangler électrique. Fait que dans le fond, c'est un Wrangler hybride. Fait que ça va vraiment donner un autre côté à la gamme Jeep en électrifiant un peu la gamme Jeep. Fait qu'on va tout amener ça sur le site. On va démêler tous les gens aussi. Mon équipe va être là pour vous conseiller, vous donner des bonnes astuces sur l'achat de votre Jeep, votre Ram, votre Chrysler, même des caravanes, des Pacifica. On a vraiment toute la gamme pour vous aider. Moi, c'est sûr, je vais t'amener toute ma gamme de véhicules là-bas, toute mon équipe. On va donner des cadeaux, on va vous donner des rabais en argent. On va être là, mettre le party aussi. C'est sûr, si le COVID nous le permet, ça va faire du bien à tout le monde de participer à ton événement et d'amener un petit plus de ce côté-là. Génial. Fait qu'en 2021, j'ai hâte de voir ce nouveau véhicule-là. En même temps, je trouve ça drôle d'entendre un Jeep électrique, mais j'ai hâte de voir ça de mes propres yeux, puis je pense que tout le monde va avoir hâte de voir ça. Simon, en terminant, toi, je parlais, vous étiez des tops, vous étiez des gens qui étaient au sommet. Actuellement, la vente de véhicules, avez-vous encore une cour qui est pleine? Parce que on a vu les cours au Québec, se sont quand même beaucoup vidés. Puis vous aviez une cour immensément grande.
Puis le constat que j'ai fait à un moment donné, j'ai dit, crème, il va se rentrer des chars parce qu'on voyait de la place dans votre stationnement, ce qui était inhabituel. Non, exact. C'est sûr, là, on a un petit problème d'inventaire. C'est un peu le même problème que tout le monde a dans la province. Là. Le COVID fait qu'on manque de pièces. Il manque de pièces pour bâtir nos véhicules. Mais le bout de tough est passé. Là. Mon inventaire commence à se regarder. On commence à avoir des véhicules, mais c'est sûr, les gens... Oh, puis ça commence à rentrer, aussitôt ressorti, on rentre des beaux camions. J'essaie de me monter un véhicule, mes vendeurs le revendent tout de suite. Fait que tu sais, c'est toujours... Ouais, on a un problème d'inventaire, mais on a encore en masse en stock pour servir la clientèle. Puis j'en ai plein qui arrivent. Là. C'est le temps, le janvier, mes commandes vont toutes rentrer. Fait que des pick-up, on n'en manquera pas. Des Wranglers, on n'en manquera pas. Il y a moyen de servir tout le monde. Puis là, je veux un fast-track pour ma gang. Sinon, tu sais que moi, je suis un seineux pour mes auditeurs. Puis moi, ce qui est bien, bien important, là, c'est que là, vous venez de voir la face du gars Capital Chrysler. Vous allez avoir le numéro de téléphone, ça c'est facile à trouver, Capital Chrysler. Vous googlez ça, puis vous allez arriver rapidement dessus. Maintenant, le gars s'est mis devant la caméra. Et là, je veux qu'il vous deal quelque chose. Ça veut dire que ça se peut très bien que tu as besoin d'un char demain matin, tu as besoin... Des chars, on en voit moins dans ce cours-là. Mais tu as besoin d'un maudit beau véhicule, c'est chez eux que tu ailles. Fait que là, Simon, je te prends de court, mais je veux que tu me donnes un beau cadeau de Noël à ma gang qui vont écouter ça. Puis même s'ils écoutent ça en janvier, parce que malheureusement, ils étaient trop occupés, ce deal-là, il va être bon jusqu'à temps que tu reviennes te mettre le nez ici. Parfait. Donc, vas-y. Tous les gens qui vont venir en concession puis qui vont nous parler, qui nous ont vus en podcast puis ils ont entendu notre speech, écoute, je vais vous donner 500$ de plus que toutes les promos qu'on a. En plus de toutes les promos qu'on a chez Chrysler, je vous rajoute un 500$ de plus pour la participation avec le rodéo. Fait que tous les clients qui vont se présenter à parler du rodéo à mes conseillers, puis ça va leur faire plaisir de vous mettre un beau 500$. Ça peut être par chèque. On va s'organiser pour que vous soyez heureux avec le rodéo puis Capital Chrysler, puis vous allez avoir le meilleur service en ville, la plus grande inventaire, puis c'est sûr... tu l'as vécu avec ta conjointe aussi, le service c'est incomparable chez nous, puis on prend les clients à cœur, puis on va vous servir comme si c'était le premier puis le dernier véhicule que vous achetiez. Donc, merci beaucoup Simon pour ce partenariat-là qui est inestimable pour notre organisation. Puis, je vous invite, déplacez-vous, appelez-le, rendez-vous sur place. Plus qu'ils vendent des véhicules, plus qu'ils m'en donnent, puis moi, plus que je vous le retourne après ça. Donc, c'est une roue qui tourne, puis on a besoin de vous autres. Merci Simon. Ça fait plaisir, merci. Bonjour, notre première athlète 2021 que vous allez pouvoir voir chez nous. J'ai l'honneur de l'accueillir. Puis moi, ça me fait chaud au cœur parce que il sait peut-être pas, je vais y annoncer en même temps. Mais la première fois que je l'ai vu, tu sais, j'étais un gars de 250 livres et plus, il m'a fait peur, quand même. C'est pas compliqué, il m'a regardé dans les yeux et il m'a dit « Si tu ne trouves pas une toilette dans les quelques prochaines secondes, je vais aller la chercher moi-même, ma toilette. » Fait que c'était mon premier contact que j'ai eu avec. Il m'a foutu à la chienne. Mais, écoute, j'ai appris à connaître une personne géniale, puis je vous le présente, c'est Jean-François Caron, le 3e homme le plus fort au monde actuellement. Jean-François, bonjour. Salut, Danny. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Tu te rappelles-tu de cette journée-là? Oui, je m'en rappelle. Je pense que tu avais une envie pressante. Ouais. Non, mais c'est parce que ça prend des toilettes à proximité, puis c'était pas arrivé encore. Mais regarde, ça avait été vite, tu vois là. Ah oui, Ça très va vite. pas être long. J'ai compris le message, puis depuis ce temps-là, je peux te jurer d'affaire. Il y en a des toilettes dans votre section. Jean-François, moi, je trouve ça super le fun, puis je me considère privilégié de t'accueillir avec nous autres, parce que tu reviens d'une compétition qui est pas ordinaire. Tu viens dans une année de COVID, de finir en 3e position du World's Strongest Man qui avait lieu à Miami, si je me rappelle bien. C'était à Bradenton, en Floride, c'est sur la côte ouest. OK, good. Donc, parle-nous de cette compétition-là, parce que moi, j'ai suivi ton parcours. Écoute, je pense que c'est la première fois que tu touches au podium. Oui. Beaucoup, régulièrement, en 4e position, en 5e, parce que je te suis depuis un bon bout de temps. Là. Moi, j'étais un maniaque des hommes forts à RDS, puis c'était une figure importante. Mais toucher le podium, c'est quoi pour toi? C'est quoi cet accomplissement-là? Ben, je l'ai dit souvent en entrevue que l'accomplissement de ma carrière, ce serait d'avoir au moins un trophée du World's Strongest Man chez nous, parce qu'il y a peu de Canadiens qui ont réalisé l'exploit. Il y a Dominique Filiou qui avait réussi en 2005 de finir 3e
à Chengdu en Chine. Puis après ça, on remonte à Tom McGee. Là. À l'époque, en 1982, il avait terminé deuxième, mais à cette époque-là, c'était pas un événement international encore, c'était surtout des Américains qui compétitionnaient au World Strongest Men. Puis je suis né en 82. En passant, fait que ça faisait très longtemps, mais c'était mon objectif. Ça fait depuis 5 ans que je suis dans le top 5 à cette compétition-là. J'ai été toujours très régulier, mais on y en manquait tout le temps un petit peu. Hein. Et cette année, je suis arrivé vraiment en forme. Puis je suis content d'avoir pris cette décision-là parce que, je vais vous le dire, avec le gym fermé, tous les événements d'hommes forts qui ont été annulés l'été passé, je me suis vraiment remis en question. J'ai dit, qu'est-ce que je fais? Je fais d'autres choses. Je passe tout au plan B. Mais j'ai parlé aux organisateurs du World Strongest Men, puis ils m'ont dit que la compétition allait avoir lieu à la fin de l'année. Fait que j'y ai cru, fait que j'ai continué à m'entraîner. J'ai resté focusé là-dessus à 100%. Puis je peux te dire aujourd'hui, c'est la meilleure décision que j'ai prise de ma vie. Wow, sérieusement, là, comme tu dis, c'est un exploit. Il n'y a pas de Québécois et pas de Canadiens qui ont fait ça. Fait que ça m'impressionne. Mais tu sais, Jean-François, quand je regardais ton parcours dans cette compétition-là, jusqu'à la 4e étape, tu étais en première place. Oui, j'ai mené la compétition un bout de temps. Mais c'est ce que je disais aussi, hein, le calibre est de plus en plus serré. Le niveau s'élève à chaque année. C'est quoi ça fait? Ben, ça fait que le premier et le dernier sont de plus en plus proches. Puis j'ai fait une petite erreur à la 5e épreuve, puis c'est ça qui m'a coûté peut-être la victoire ou peut-être une 2e position, on ne saura jamais. Mais c'était serré jusqu'à la dernière épreuve. On était 4 gars avant les Pierres d'Atlas qui pouvaient gagner la compétition. Fait que ça s'est joué là. Fait que j'ai réussi à terminer au 3e rang sur le podium. Malheureusement, l'athlète Jerry Pritchett, qui était 2e, a glissé en 4e place. C'est serré comme ça. Maintenant, il n'y a plus de domination d'un athlète en particulier. Puis, je vois après ça que c'est possible peut-être de retourner à cette compétition-là parce que je m'attends que le World Strongest Men va revenir assez vite pour 2021 parce qu'habituellement, c'est en juin. Okay. Fait que ça serait possible que dans peut-être 6 mois qu'on retourne compétitionner pour l'édition 2021. Puis, je sais que je suis capable de faire encore mieux. Bien, c'est intéressant ce que tu me dis là, parce que je m'en allais directement là. Là, tu viens de goûter au podium. Il te reste 2 marches à franchir. C'est-tu ton objectif d'atteindre la première position avant une possible retraite? Parce que, tu sais, je veux pas dire que tu es vieux, Jean-François, tu es plus jeune que moi. Ben, c'est vrai. Mais tu sais, les 2 kids qui ont gagné, là, 24-26 ans, c'est impressionnant. Là. Ça veut dire que moi, je te considère comme un monstre de la musculation. Puis ces gars-là ont réussi à battre toi. Fait que là, je me dis, Colin, le gars, il arrive proche de la quarantaine bientôt. Il doit avoir encore des objectifs parce que, écoute, c'est astronomique, ça te demande comme effort à chaque jour. Oui, c'est sûr, mais en même temps, il faut que je te dise, Danny, moi, j'adore faire ça. Okay. Fait que j'en mange encore, j'ai encore le goût. Parce que il faut que tu te lèves à tous les matins et que tu aies cet objectif-là en tête et que tu ne veuilles pas faire vraiment d'autres choses si tu veux atteindre ce niveau-là de compétition. Puis ça, je l'ai encore. J'ai cette flamme-là en dedans de moi. Fait que je pense que c'est possible de continuer encore. Mais tu as raison. Il m'en reste moins longtemps à faire que j'en ai fait, mettons, à 38 ans. Mais si j'ai pas de blessure dans les 6 prochains mois, c'est possible. Puis on ne sait pas les épreuves qu'il va y avoir en finale l'an prochain. Fait que je me dis que tout est possible maintenant. Fait que je prends pas cet accomplissement-là que je compte le plus grand accomplissement de ma carrière, finalement, comme le temps d'arrêter. C'est plutôt un pas vers l'avant. C'est une motivation additionnelle. Oui, ça m'a vraiment motivé. Ah, cool. Puis là, parce qu'on se parle aujourd'hui, mais je sais que très bien, tu t'en vas en compétition dans quelques jours. Oui. Tu t'en vas à Denver, au Colorado, si ma mémoire. Oui, c'est Brian Shaw qui organise une compétition où est-ce qu'il habite finalement, dans le coin de Denver. On a 2 sites de compétition. On en a un plus dans les montagnes, là, à plus de 8000 pieds d'altitude. J'ai hâte de voir la différence que ça va faire pour les athlètes. Moi, j'ai déjà goûté à cette expérience-là. Je suis déjà allé m'entraîner avec Brian dans son gym, plus dans les montagnes. Mais les gens, c'est fun parce que celle-là, ils peuvent l'écouter en streaming sur Internet via le site Shaw Strength à Brian Shaw. Ils ont juste à s'abonner, ils peuvent écouter le streaming, contrairement au World Strongest Men, qui est un show de télévision. C'est différent. Puis là, aujourd'hui, on est vendredi, puis ça commence à passer à CBS aujourd'hui, le World Strongest Men. Ah oui? En passant, oui. Pendant tout le mois de décembre, on va pouvoir visionner sur CBS Sport le World Strongest Men. Mais celle-là, Brian, on va pouvoir la suivre live. Puis vous avez pratiquement la finale du World Strongest Men
tous les athlètes qui étaient en finale pratiquement sont là. Fait que c'est pas mal la même gang. Fait que ça fait un petit rematch là, après le World Songest Man, juste 4 semaines après finalement. Puis tu sais-tu les épreuves qu'il va y avoir? Parce que Oui. dans ce domaine-là, je veux dire, je t'ai vu compétitionner, tu as des étapes que toi, tu es très, très fort dans une discipline. Puis je vais parler de ton dauphin, Jimmy, qui, lorsqu'il y a besoin de se déplacer rapidement au sol, il est très rapide, Jimmy. Donc, toi, c'est des épreuves que tu vas avoir dans le domaine de Brian Shaw. Est-ce que c'est des choses qui sont avantageuses pour toi? Oui, j'ai des bonnes épreuves. J'ai bien confiance de faire le podium à cette compétition-là. Puis ça ressemble beaucoup aux épreuves qu'on a eues au World Songest Man. Parce qu'on comprend qu'en ayant 2 dates collées comme ça, Brian a choisi des épreuves qu'on avait déjà préparées pour cette compétition-là. Fait qu'on n'a pas eu beaucoup d'entraînement entre les deux. Puis c'est relativement des bonnes épreuves pour moi. Puis je te dirais c'est peut-être un peu plus lourd, par exemple. Brian a mis peut-être un peu de poids supplémentaire, mais les athlètes sont en mesure de faire ça. Parce que, juste pour nos auditeurs, c'est important de vous dire, Brian Shaw, quand on parle de cet athlète-là, si ma mémoire est bonne, il a été 4 fois champion du monde du World Strongest Man. Et puis dans la dernière épreuve que tu as fini 3e, il a fini 5 ou 6e, si ma mémoire est bonne. Il a fini 5e. 5e? Plusieurs le voyaient comme un des favoris pour gagner son 5e titre, finalement. Mais malheureusement, ça n'a pas été comme il voulait. Mais j'explique pas. C'est pas qu'il a ralenti, c'est pas qu'il est moins bon. Je pense que tout le monde est meilleur. Puis ce qui a fait la différence aussi cette année, j'ai vu des performances que je ne m'attendais vraiment pas. Je pense que le fait que les athlètes n'ont pas compétitionné du tout de la saison, dans le fond, on a eu 8 mois juste d'entraînement depuis mars. On a compétitionné au Arnold en mars, après ça on est tombé en lockdown. Juste de l'entraînement, aucune compétition. Fait que les gens qui sont blessés un peu, ben, ils ont eu du temps pour se rattraper de ça, puis de vraiment bien se préparer pour la compétition. Puis tout le monde était vraiment à son plus fort. Okay. Puis c'était le cas pour moi aussi. Puis je peux vraiment affirmer qu'à 38 ans, là, j'étais le plus fort que j'avais jamais été de ma vie. Ah oui? Oui. Puis, tu sais, Jean-François, le gagnant, là, j'ai regardé une épreuve, puis tu me corrigeras, là, il a battu Brian Shaw d'une fraction de seconde sur une épreuve. Est-ce que toi, tu as été confronté en duel contre le gagnant de la première position ou ça s'est pas présenté dans cette compétition? Non, on n'a pas. Tu parles des épreuves en double. Non, j'ai pas eu d'épreuve contre lui en double, mais comme tu dis, c'est des fractions de seconde. Juste pour te dire, la première épreuve, c'était un transport d'enclume avec un yoke à 1000 livres. On était 4 gars dans la même seconde. Ah, oui. Malheureusement, j'ai été le plus lent de cette seconde-là. T'sais, ça m'a coûté 4 points, mais dans la même seconde. Aïe. Fait que c'est à quel point c'est serré. Fait qu'une petite erreur, la petite erreur que j'ai faite au bio, ben, elle m'a coûté très très cher. Et là, la différence maintenant, puis tu sais, entre le premier et le dernier, quand il y a moins de 10 secondes de différence, tu peux pas faire d'erreur. Ça coûte très cher. Ça coûte très cher. Génial. Si on regarde maintenant Jean-François Caron là, qui est rendu au sommet, OK? Il est parti de quelque part, Jean-François. Parti de loin. Il est parti de loin. Pas en parlant du Bas-Saint-Laurent parce que c'est déjà loin, mais tu sais, tu es un gars qui travaillait sur la ferme. Parle-nous un peu de... Tu t'es rendu comment, là? Parce que ma mémoire, je sais que la première fois que tu t'es présenté dans un événement, d'une compétition comme ça, tu as fini, je pense, au 17-18e. Ouais. Puis tu es arrivé là, pas entraîné ou peu entraîné. Ouais, ben moi, c'est ça que les gens sont surpris souvent, c'est qu'au début, moi, je m'entraînais pas. Moi, je travaillais sur la ferme chez nous, puis je travaillais dans une meunerie aussi, à Montjoly. Fait que je faisais la besogne le matin, finalement. Je faisais ma journée à la meunerie, puis je faisais la besogne le soir chez nous. Fait que on se comprend qu'il n'y a pas de temps pour t'entraîner là-dedans. Là. C'était beaucoup de travail. Puis j'ai connu des gens qui s'entraînaient à cette meunerie-là. Ils se servaient de l'entrepôt pour s'entraîner, finalement, avec les épreuves de force. Puis en 2004, le championnat provincial des hommes forts avait lieu à Montjoly. Ça avait été organisé là par M. Denis Morissette à l'époque. Puis les gars m'ont dit, maintenant, il dit, Crime Jeff, il dit, viens donc essayer ça, ces affaires-là. Il dit, t'es capable de... Moi, je transportais des poches de moulée à la journée longue, finalement. Puis je t'allais essayer ça, la marche fermée, puis lever les pierres d'Atlas, puis flipper le pneu. Puis j'ai été capable de tout faire ça. Fait que là, c'était il y a un certain potentiel. Il dit, Crime, pourquoi tu ne fais pas la compétition? Fait que là, je me suis entraîné un peu après le travail avec eux autres. Puis j'ai essayé cette compétition-là. C'était le championnat provincial, il se présente à peu près 30 athlètes. Puis je me rappelle, j'avais terminé, il y avait 3 épreuves de qualification, j'avais terminé au 17e rang. Fait que ça ne me qualifiait pas pour la finale du top 12, dans le fond, ce qui passait à RDS, finalement. Mais j'avais battu à peu près tous les gars de Montjoly qui s'entraînaient avec le stock.
Fait que là, ça l'a ouvert beaucoup les yeux à d'autres mondes. Il dit, tabarouette, lui, il y a peut-être de quoi faire avec. Fait qu'ils m'ont aidé dans l'entraînement. Puis moi, ce qui s'est passé à cette compétition-là, c'est que j'ai vraiment trouvé quelque chose que j'adorais. J'ai vraiment aimé l'expérience. J'ai joué au hockey, tu sais, comme tout le monde. J'ai fait longtemps de la course en ski alpin également. Mais le dépassement de soi que j'ai trouvé dans cette compétition-là, il se retrouve pas dans ces sports-là. Puis je me rappelle, l'épreuve que j'avais vraiment toute donnée, c'était un tir du camion assis. OK. Puis j'avais jamais fait ça de ma vie. Tu tires au corps, tu es en position assise. Puis j'avais battu des gars comme justement Dominique Filiou, qui a fait le World Song. Moi, j'avais jamais fait ça. Mais j'ai découvert en faisant cette épreuve-là que quand tu penses que tu es à côté, là, que tu es au bout, il en reste encore. Hey, j'espère, parce que... Puis il en reste encore. Fait que là, j'ai dit, oh, tabarouette. Ça, j'ai adoré ça. Puis je pense que c'est une des choses qui m'a peut-être permis d'avoir un parcours comme ça, puis avoir du succès au fil des ans. Quand tu fais quelque chose que tu adores, c'est pas un fardeau. Je pense que c'est beaucoup plus facile de faire le travail qui va avec, puis avoir la discipline également. Mais là, si on te met dans le temps, là, ça veut dire que ton premier championnat provincial, on est en 2004, 2005? 2004. Ouais. 2004. C'est qui le champion à ce moment-là? C'était Jason Paulin. Ah ouais, OK. Qui avait gagné le championnat provincial. Puis cette année-là, en 2004, également, avait gagné le championnat canadien. Si je ne me trompe pas, parce que Hugo Girard avait été blessé en 2004. Puis là, tu sais, moi, je voyais ça comme c'était une grosse affaire. Mais je peux te dire, juste 2 ans après, j'étais déjà sur le circuit de la Coupe du Québec. Puis je faisais mon entrée chez des professionnels. Puis c'est Yannick Normandin qui m'avait pris sous son aile un peu, qui m'avait entraîné. Le arbitre. C'est en plein ça, qui est arbitre pour le circuit homme fort maintenant. Puis je me rappelle, cette saison de compétition-là, ça débutait à Macamic, en Abitibi. Puis moi qui viens d'un petit village du Bas-Saint-Laurent, j'avais jamais bien sorti de chez nous. Là. Fait que là, c'était 15-16 heures de char, si c'est pas plus, se rendre là-bas pour compétitionner. Puis je me rappelle, j'avais gagné 2 premières épreuves. Il y avait un soulevé de l'auto à répétition, il y avait une prise de recul. Puis après 2 épreuves, j'étais premier en haut, les gars me connaissaient pas. Il sort de où? C'est ça, de lui. Mais c'est ça, ça a tout le temps été quelque chose que j'ai adoré. Fait que dans ce temps-là, c'est plus facile de s'entraîner, puis tout ça. Puis j'ai monté les échelons, puis je suis devenu champion québécois justement en 2009. Puis j'ai gagné mon premier championnat canadien en 2011. Puis depuis ce temps-là, c'est moi qui l'ai. Ça fait 9 ans que tu es champion canadien. Ouais, c'est ça. Malheureusement, en 2020, on a fait on va dire un petit trou dans l'histoire. Tu sais, on a bien essayé, mais la situation a fait qu'on n'a pas pu tenir de compétition cette année, malheureusement. Mais 2021, je suis convaincu que je vais pouvoir gagner mon 10e set. Assurément. Et là, ce qui est le fun pour vous autres, ben, c'est qu'on va profiter de la vitrine. C'est qu'en 2021, le championnat canadien, ben, il devrait sortir chez nous pendant notre rodéo, le rodéo Mont-Saint-Anne. Fait que moi, je trouve ça super le fun parce que j'ai comme l'athlète qui est prime time actuellement au Canada qui va aussi nous amener ce championnat canadien-là. Ce championnat canadien-là, on va pouvoir le voir le 7 et le 8. Les meilleurs compétiteurs, la différence de ce que vous avez déjà vu dans les deux dernières éditions du rodéo Mont-Saint-Anne, c'est que ce ne sera pas juste québécois. Là, on va voir apparaître des gars de l'Ouest, des bas de l'Ouest, des gens de l'Ontario. Oui, mais c'est le top 12 canadien finalement. Le top 12 canadien, c'est simple. C'est le top 3 de l'Ouest canadien, le top 3 de l'Ontario, le top 3 du Québec, le champion canadien défendant, qui est moi. Puis s'ajoute à ça un gars des Maritimes, puis le meilleur pointeur du circuit homme fort de la saison. Okay. Ça fait nos 12 meilleurs athlètes. Fait que vous avez vraiment les 12 gars les plus forts au Canada qui vont compétitionner là. Puis c'est sûr, cette année, ceux qui ont suivi le World Song Guessman, Maxime Boudreau, qui a participé également au World Song Guessman, fait que ça va être un gars à surveiller. Jimmy Pocket qui va revenir, on a Carl Joel en Ontario. Puis on a également des nouveaux gars dans l'Ouest, parce qu'on a tenu malgré tout l'an passé le championnat canadien amateur. Okay. Au Québec. Puis il y a un gars de l'Ouest canadien qui a gagné cette compétition-là. On a Guillaume Tremblay qui a fini au 2e rang, un Québécois, mais ce gars-là de l'Ouest, je ne le connaissais pas. Okay. Puis d'après moi, il est meilleur que les gars qu'on connaît de l'Ouest, fait qu'il va y avoir une bonne bataille là-bas. Mais il y a des athlètes de très haut niveau qui font des charges assez impressionnantes, même au niveau amateur. Tu sais, ce gars-là s'appelle Sean Hayes, c'est un gars du BC, puis il a un soulevateur de 400 kg. Tu sais, son tourne de 15 ans dans le passé, c'était le record du monde. Okay. Maintenant, on a des gars de calibre amateur qui lèvent ces charges-là. Ça fait toute une différence. Fait qu'on s'attend à toute une bataille au rodéo cette année pour le championnat canadien.
En espérant gagner mon 10e titre, mais ça, il y a une affaire que je suis sûr, c'est que ça, c'est pas gagné d'avance, puis ça sera pas facile, parce que les gars ont eu beaucoup de temps pour s'entraîner, puis j'en connais qu'on n'a peut-être pas entendu parler beaucoup cette année, mais qui sont très forts, sont en shape. Mais les impondérables pour toi, là, ça veut dire faut que tu restes en santé, il faut que tu te présentes là sans blessure, parce que inévitablement, toi, ta carrière internationale prend le lead, si on veut, sur la carrière, ce qu'on veut faire. C'est une belle compétition au niveau national, mais la première étape que toi, tu veux viser, c'est les grands honneurs internationaux. Oui, c'est ça. Puis le principal impondérable, comme tu viens de dire, c'est les fameuses blessures. T'sais, on veut bien toutes les faire, puis tout le temps être là, mais c'est la blessure qui va tout le temps pouvoir arrêter l'athlète. Mais j'espère être en forme cette année pour participer au championnat canadien. Puis j'ai tout le temps été là. Il y a même une année, j'ai refusé d'aller au World Singles pour faire le championnat canadien en 2013. J'ai tout le temps dit, avant d'être champion du monde, il faut que tu sois champion chez vous. C'est pour ça que je suis là tous les ans. Puis je suis conscient également que c'est bien le fun d'écouter des émissions de télé, mais les gens, surtout que là, on est de retour dans la région de Québec, les gens, ils veulent me voir compétitionner. Ils veulent pas me voir parler au micro, puis ils veulent pas me voir arbitrer la compétition, ils veulent me voir forcer. Fait que je vais essayer d'être là pour eux autres, c'est sûr. Ben c'est le fun, puis on va justement commencer à vous dire, préparez vos vacances, venez-vous-en au mois d'août, parce qu'on a vraiment l'intention de tenir notre championnat canadien chez nous. Jean-François, si dans notre propre cours, là, parce que tu nous dis, on en a parlé tantôt, tu es plus à la fin de ta carrière, est-ce qu'il y a des gens qui vont prendre ta relève? Est-ce que tu sens que la relève est positive au niveau des hommes forts au Canada, même au Québec? Oh, oui, beaucoup. Oui, on parle du Canada, mais il faut se rappeler que le Québec a tout le temps été reconnu comme le berceau des hommes forts. Hein. Fait que des athlètes de haut niveau qui s'en viennent, il y en a beaucoup, puis la relève est là. Puis on le voit en suivant les compétitions amateurs beaucoup, les gars qui montent tranquillement, puis il y en a qui sont pas vieux là-dedans, 22, 23 ans, puis ils s'en viennent, puis le calibre s'élève beaucoup, puis on a des gars qui sont prêts présentement à faire le saut au niveau national, qui sont encore au niveau amateur. Fait que dans la prochaine année, je m'attends à de gros changements. Puis je vous prédis une chose, il va y avoir des nouveaux visages au championnat canadien parce que je pense qu'il y a des vétérans, des hommes forts qui vont se faire surprendre. Dû à l'inactivité ou dû à ce qu'ils sont pas prêts à voir ce qui s'en vient? Peut-être aux deux. Aux deux? Peut-être aux deux. Peut-être qu'il y a des gars qui ont pris ça mollo pendant la dernière année. Puis ils s'attendent pas de voir des gars forts comme ça. Parce que moi, j'ai eu la chance de voir le championnat amateur. Puis j'ai vu des performances là que je te garantis qu'il y a des gars classés peut-être top 5 de circuit fort n'auraient pas gagné. Puis là, on parle de niveau amateur. Fait que ces gars-là vont faire le saut cette année, c'est officiel, en se classant par les championnats provinciaux. Puis ils vont faire leur place parce que quand t'as la force, puis t'es habile en compétition, et tu vas faire ta place en battant ces gars réguliers-là, si on veut, les visages qu'on est habitué de voir, mais moi je suis sûr qu'il va y avoir des gros changements, parce qu'il y a beaucoup de monde qui participe. C'est quoi ça fait? C'est comme ça que tu découvres des nouveaux spécimens, si on veut, puis c'est eux autres qu'on va voir au championnat canadien l'an prochain, je suis certain. Je vais me promener un peu à cette heure dans je vais essayer de faire des chiffres un peu, parce qu'on va vulgariser ça. Jean-François Caron, aujourd'hui, 350, 360 livres? 350. Pour arriver à 350 livres, tu es parti de ta première compétition en 2004. Tu pesais combien? 220. 220 livres, OK. Fait que là, on fait un bond impressionnant de 130 livres. Ouais. Écoute, même si je suis un gars qui aime bien manger, là, je veux bien prendre 130 livres demain matin. Je peux pas y arriver. Qu'est-ce qu'il faut faire pour se rendre jusqu'à 130 livres? La première chose qu'il faut que les gens comprennent, c'est qu'une carrière d'homme fort, c'est pas un sprint. Okay. C'est un long marathon. Un Ironman même. C'est très très long. Ça a monté vite à 270 livres, mettons, le poids. Tu sais, j'ai commencé à m'entraîner, c'est normal, là, tu manges plus, tu commences à prendre des protéines, ça monte vite. À 270. Là, après ça, là, ça a breaké. Fait que là, j'ai grugé au fil de ces 17 années-là, finalement, de compétition, des 5-10 livres de gains par année. Mais ça, c'est de l'entraînement. Là. Moi, des mois d'entraînement off, là, j'ai jamais pris ça de ma vie. Okay. J'ai pris ça. J'ai pris 2 semaines, je m'en rappelle, quand j'ai eu des injections de PRP. J'étais blessé à un ischio, puis j'étais blessé dans ce bras-là également. Puis on était allé en démonstration à Cuba avec le circumfort. J'avais pris comme 2 semaines, là, il m'avait dit tu peux pas rien faire. Parce que là, il m'avait injecté du sang, là, finalement centrifugé, pour guérir ces blessures-là. C'est la seule fois dans ces 17 années-là
que j'ai rien fait. Fait que c'est de l'entraînement, puis c'est de l'alimentation. Ça, j'ai augmenté ça au fil des ans, mais maintenant, si vous me demandez ce que je mange, ma diète avant le World Strongest Semaine, c'était 7 repas par jour, c'était 8500 calories. Puis t'en sautes pas de repas. 8500 calories, là, c'est du stock. Oui, c'est du stock. Là, c'est parce que tu manges pas du gâteau. Là. Non. C'est de la viande puis du riz, puis c'est que ça du matin au soir. Puis ça, c'est difficile. Puis surtout, moi, j'ai une génétique que je prends pas du poids facilement. Des fois, les gens, dans les festivals, on jase beaucoup, on prend des photos, on jase avec les gens. Ils me demandent souvent, « Hey, si tu te laisses aller, là, tu montes à combien? » Non, si je me laisse aller, je descends à 3,20. C'est ça qui se passe. Si je suis allé compétitionner au World Semaine, je suis revenu ici, 20 livres de moins. Puis, tu sais, c'est une compétition qui était difficile, puis c'est une température chaude à l'extérieur. Tu sais, les journées de compé, tu peux pas manger 7 repas. Tu sais, on est là, puis on force. Fait que ça baisse quand même assez rapidement. Mais il y a des gars, ils n'ont pas ma génétique. Il y a des gars, à base, eux autres, c'était déjà un gars de 400 livres en partant. Okay. Fait qu'ils ont peut-être moins de problèmes avec ça, mais moi, c'est me pousser à manger pendant des années de temps. Puis à pas lâcher, que j'ai réussi à bâtir finalement cette masse musculaire-là, mais c'est de longue haleine, là. Ça se fait pas en 2 mois. Là. Écoute, puis tu dois être écœuré, tu sais, je veux dire, je peux pas t'arriver... Moi, j'ai fait des petites recherches quand même, que je savais que tu mangeais environ 8000 calories. Moi, je me suis dit, crime, je m'en vais au McDo le matin, je me colle un 32 McWrap, puis j'amène ça à Jean-François, 5 kilos, ça sont 8000 calories. Tu vas manger le premier, le deuxième, le troisième, quatrième, cinquième, sixième, mais là, à un moment donné, Jean-François, comment tu fais pour être capable... C'est quoi l'alimentation d'un athlète de ta trempe pour être capable, premièrement... Écoute, on fait juste manger un repas une deuxième fois, puis on est écœuré. Fait que là, je me dis, je peux pas manger 90 œufs par jour pour... Ben, c'est sûr que manger pour le plaisir, là, ça, t'oublies ça. Okay. Ça, c'est fini, là. Mais... C'est parce qu'à un moment donné, tu te disciplines beaucoup. Hein. Puis c'est sûr que là, ce que je fais maintenant, il y a 5 ans, je n'étais pas aussi discipliné. Tu sais, j'ai augmenté ça d'un cran. Tu sais, à un moment donné, tu vas aller en chercher plus. Fait que là, tu te parles, puis tu le fais, mais oui, c'est difficile. Puis tu trouves des trucs également pour venir à bout de manger tout ça. C'est sûr que, mettons, tu me dirais, en 2013, je ne pouvais pas manger ce que je mange aujourd'hui. C'est avec l'habitude que tu réussis à tout manger. Ces repas-là, mais c'est pas facile. Il y a des suppléments qui existent un peu qui vont nous aider à avoir plus d'appétit. Puis tu trouves un peu comment séquencer tes repas. Les viandes blanches en début de journée, les viandes rouges plus tard, ça se digère plus rapidement. Les blanches, ça se digère plus rapidement? Oui. Okay. Tu sais, une viande blanche, mettons un poisson, un poulet va te prendre grosso modo 2 heures de digestion, mais une viande rouge 4 heures. Okay. Et là, si tu te bourres de viande, là, la fondue, puis tu steak le matin, la journée va être longue. Parce que le repas, il s'en vient. Fait que tu n'as jamais faim. Si tu sens la faim, tu manges pas assez. Okay. Tu comprends? Fait que c'est de l'overfeeding. Il faut tout le temps que tu te pousses comme ça, mais il n'y a pas beaucoup de gars qui sont capables de le faire. C'est bien beau parler de viande, Jean-François, mais tu sais, en même temps, je vais en parler à nos éditeurs. On a fait une petite promo au fun, parce que tu sais, on se dit, on accueille quand même une sommité. Puis j'ai un de mes amis, moi, les Délices de Charlevoix, dans le domaine de la saucisse. Ils m'ont fait une petite assiette, puis je ne l'ai pas amenée. On va la placer sur Facebook dans les prochains jours. Et il s'est permis de nous présenter une assiette qui a 8000 calories dedans. Moi, le challenge que vous allez voir, vous allez voir passer ça par notre boîte de com, justement. Ils vont vous demander combien ça représente de saucisses des Délices de Charlevoix. Et le gagnant qui va trouver le nombre exactement que ça représente, bien, vous allez vous mériter un 75$ de saucisses. De notre commanditaire, les Délices de Charlevoix, qui s'est fait un devoir de nous assurer le premier concours de notre podcast. Je trouve ça le fun. Puis ça met de la couleur parce qu'on commençait à parler des couleurs des viandes. Ça fait que je trouvais ça super intéressant. Et tu me parlais de la viande. Sauf que, tu sais, Jean-François, c'est bien beau de dire je mange la viande, mais tu dois manger des légumes. Puis moi, quand je mange des légumes, j'ai des ballonnements, j'ai des... Tu sais, il y a des réactions intestinales que tu souhaites pas. Moi, je mange pas beaucoup de légumes. Je mange beaucoup du riz. Okay. Parce que je trouve que ça se digère mieux. Des pommes de terre. Puis presque pas de pâte. Okay. Parce que là aussi, je me sens peut-être... Ça passe moins bien. Mais les légumes, je les prends tous en poudre. C'est des greens, dans le fond, que XPN vend. C'est des légumes mis en poudre, très concentrés. Fait que je vais prendre 3 portions de ça par jour. Ça va me donner pratiquement 15 à 20 portions de légumes. Okay. Très concentré, parce que si je mangerais tout ça en légumes verts, là, maintenant, ça ne marchera plus.
c'est un moyen que j'ai trouvé pour concentrer ça. Puis aussi, j'aime pas les légumes. Ça va bien. Je suis pas un bon exemple pour les jeunes. Le dit de manger les légumes. Là. Je le dis, mais je le fais pas vraiment. Ben, t'es manges, Jean-François, parce que t'as grandi puis t'as grossi. Oh, oui, quand j'étais jeune, j'ai mangé. Quand j'étais jeune, j'avais pas le choix. J'ai mangé, mais c'était un peu un truc que j'ai trouvé. Puis tu verras pas beaucoup les amphores se bourrer dans les légumes verts, justement. Très dur à digérer, les végétaux. Puis c'est pour ça que peut-être toi aussi, tu dis tu te sens mal ou ballonné. Ben après, parce que c'est dur à digérer. Puis c'est pour ça qu'on les prend en poudre, justement. Quand tu vois les hommes forts manger dans l'assiette, c'est du riz et de la viande. Okay. Puis est-ce que tu as une équipe qui s'occupe de toi, tu sais, je veux dire, une équipe médicale, une équipe de thérapeutes, parce que, écoute, quand tu sors d'une compétition, que tu sors amoché, puis tu as compétition 2-3 semaines plus tard, qui travaille en entour de Jean-François Caron pour en faire cet athlète-là qu'on voit en 3e position mondiale, qui se bat contre des monstres. On parlait tantôt de Bradshaw, que tu es de la petite bière dans ce que tu manges comparé à ce que lui mange, mais crime, tu y as botté le derrière la semaine quelques semaines, puis ton objectif, c'est encore d'aller botter le derrière chez eux. Fait que pour arriver à ça, il faut que tu sois top-notch. Qui travaille avec Jean-François Caron? C'est extrêmement important. Puis même avant de parler des traitements, l'athlète, lui, il faut qu'il fasse beaucoup aussi sa job, là, en termes de body recovery, fait que l'étirement, des exercices de mobilité. Ça passe par là. Je te dirais, c'est presque une quinzaine d'heures par semaine que je consacre à ça pour éviter les blessures. J'ai une thérapeute en physio qui me suit 2 fois semaine. J'en reçois des traitements d'1 heure de massage. Pas très le fun, si on veut. Là. Mais t'as dit une thérapeute. Pour un homme attaché, ben toi, là, une fille qui te masse, faut que tu commences à me convaincre qu'elle est capable de donner une bonne volée. C'est Christine Laurando. Christine, elle me suit depuis que je suis champion canadien. Ça fait plus que 10 ans qu'elle me suit, Christine. Puis il n'y a aucun fun là-dedans. Je te dis, il y a bien des gars, justement, comme toi, qui doutaient de ça. Je dis, vas-y. Et ça prenait 1 minute, disait, oh, slack un peu. Elle a les techniques justement pour travailler avec des gars comme nous autres, dans le fond. Parce que moi, au gym, on s'entend, il y a plein d'autres hommes forts, puis des gars de powerlifting qui s'entraînent là. Fait que Christine est spécialisée là-dedans. Elle sait exactement ce que ça prend, puis elle sait exactement également les problèmes encourus par les genres de levées qu'on fait. Fait qu'elle va trouver rapidement la problématique. Oh, OK, c'est là qu'il faut qu'on traite, c'est à cause de ça que ça. Ça aussi, ça prend quelqu'un qui connaît le sport. J'utilise beaucoup aussi l'acupuncture. Avec un spécialiste qui me suit au lac Beauport. Puis ça permet encore de détendre le muscle plus. Parce qu'à un moment donné, on vient de jamais. Okay. C'est ce qui se passe. Puis quand tu prends du poids aussi, au fil des ans, tu viens de moins en moins mobile. C'est pour ça qu'on fait beaucoup d'exercices, de souplesse, des choses comme ça. Mais des fois, c'est trop tendu. Avec les aiguilles, ils vont être capables de trouver le trigger point, puis de faire relâcher. Ça, c'est à toutes les semaines. Puis je vais voir le chiro également à toutes les semaines pour replacer le dos, tout ça. Mais j'ai jamais eu vraiment de blessure au dos comme telle dans ma carrière. Il y a beaucoup de gens qui ont peur de ça. Là. Les maux dos, c'est plus au niveau des articulations. Mais je te dirais qu'à présentement, j'étais à 99%. J'ai pratiquement aucune douleur, puis tout va bien. Mais c'est ça à toutes les semaines, là, ces traitements-là. C'est très, très important. Il y a des athlètes même, on voyait Dial dans ses documentaires, qui met sur YouTube, avant de gagner le World Strongest Man en 2017, avait 2 traitements par jour. Ah oui. Pour entretenir ça, parce qu'on se donne des charges d'entraînement que les gens ne peuvent pas vraiment s'imaginer comment on peut pousser le corps pour avoir du gain encore. Fait que on le pousse à l'extrême, tout le temps, mais si tu ne fais pas ces traitements-là, c'est plate, là, mais tu vas tomber en cours de route. Là. Ah oui. Ouais. Puis tu sais, Jean-François, j'ai regardé un petit peu, je me suis amusé à regarder ton Instagram, tout ça. T'es en deadlift, je pense, c'est le même que ça s'appelle là, quand vous... Le squat. Ben ouais, mais ça c'est le squat. Deadlift, c'est Deadlift, c'est quand tu lèves par en haut. J'ai-tu rêvé ça, t'as levé 1000 livres? Au Arnold Classic 2018, j'ai fait 1021. C'est un deadlift standard. C'est un char que tu lèves pour aller enlever une pierre en dessous. Oui, mais tu vois, il y a beaucoup d'athlètes présentement qui sont en mesure de lever 1000 livres. Ah oui? Oui, tu sais, recul de 5 ans, peu de gens faisaient ça. Quand je l'ai fait en 2018, j'ai été le 7e homme sur la Terre à le faire. Okay. Mais depuis, il y en a le double qui l'ont. Okay. Fait qu'il y a beaucoup d'athlètes, c'est pour ça les charges, ça monte. C'est pour ça que les gens peuvent voir l'évolution du sport également, comment ça se fait. Parce que c'est pas comme le hockey. Tu sais, un joueur de hockey qui scorait 50 buts en 1970 puis en score 50 aujourd'hui, c'est un peu dur à comparer. C'est pas le même calibre, ça a beaucoup changé. Mais 1000 livres, ça a tout le temps pesé 1000 livres. Oui. C'est la différence.
C'est impressionnant. Hey, écoute, puis si tu compares avec ce que tu levais initialement, parce qu'avant d'enlever à 1000 livres, tes premières compétitions, quand tu as pris ça au Québec, là, 2004, 2005, 2006, tu levais quoi? Oui, mais ma première fois que j'ai fait du soulevé de terre, j'ai levé 585 livres. C'est 6 plaques sur une barre. Puis ça, j'avais beaucoup impressionné les gens. Ce fois-là, ils ont fait, ça n'a pas de bon sens. Puis il y avait un vieux monsieur, lui, il s'entraînait là. Mais je dis un vieux, parce que Régent, à l'époque, il avait 55, puis il compétitionnait à cet âge-là, lui. Okay. Il compétitionnait, puis lui, ça l'avait épaté. Puis il avait dit quelque chose dans le temps, puis lui, il avait dit, ce gars-là, s'il s'entraîne, il dit, un jour, il va faire 900 livres sur le terre. Puis le monde avait dit, t'es fou. Parce que dans ce temps-là, ça se pouvait pas. Okay. Tu comprends? Mais il avait vu juste. Puis quand tu étais rendu à 1000 livres de même dans ton environnement, est-ce qu'il y a des gens qui sont actuellement au Québec capables? Jimmy, on parlait tantôt de... Ben, Jimmy a fait son meilleur levé l'an passé. On remonte à février. C'est un levé de gym, par exemple. C'est pas une bonne compétition, à 946 livres. Fait que c'est pas tellement loin. Mais 950 et 1000, là, moi, ça a pris du temps. Là, ah oui? Avant d'aller le chercher, parce que plus tu montes, on s'entend, mais plus c'est dur. Oui. Plus c'est dur, tu sais, le petit 20 livres que tu rajoutes sur ton 1000 livres, il paraît quand tu es vraiment à côté à 100%. Mais le meilleur au soulevé de terre, numéro 2 au Canada, ça serait Jimmy. OK. Présentement. Puis tu penses que tu peux encore en mettre... Est-ce que tu le travailles dans ta tête en disant « Je vais pogner 1050 livres » ou bien « Je vais pogner 1100 livres ». C'est-tu plausible ou c'est... Tu dis, regarde, Danny, si je fais mon 1021, je vais être bien content. Ben là, présentement, je ne l'ai pas testé parce que j'ai pas eu cette épreuve-là. Au World Strongest Man, c'était un deadlift à 18 pouces d'auteur. Fait que là, on a tiré plus. Là. J'ai tiré 1122. Sur cette barre-là, j'ai manqué le dernier essai. J'ai fini deuxième à cette épreuve-là. Mais je peux te garantir que mon deadlift présentement est supérieur à 1021. Wow! Wow! Là, t'en as pas qui s'en vient. Chez Brian, il y a un deadlift, mais c'est le fameux Hummer Tire Deadlift qu'on pouvait voir au Arnold Classic avant 2015, avec les roues de Hummer. Oui. Mais c'est un deadlift différent parce que tu es un peu plus haut du sol, puis il y a beaucoup de bending dans la barre, si on veut. Okay. Plus tu ajoutes des poids. Fait que c'est différent d'un deadlift standard. Fait que là, on va aller chercher en haut d'1100. Okay. Sur ce levé-là, c'est sûr, c'est différent, mais c'est le fun parce que on a ça parce que Brian, à l'époque, avait acheté le setup qu'il avait fait pour la compétition. Dans le fond, il y avait ça au Arnold Classic. Lui, il est allé voir Ivanko, qui était la compétition qui avait fabriqué ça. Il dit, je veux ça. Okay. Il dit, OK, ça coûte, je pense, il a payé ça 10 000 US. Ah oui. Il l'a chez eux. Fait qu'on le fait à sa compétition. Ça fait 6 ans que les gens n'ont pas vu un levé de Hummer Tire Deadlift. Puis ça veut dire que la date, si on avertit notre monde, de dire, regarde, on va se plugger, on va aller voir Jean-François et toute la gang des hommes les plus forts au monde. C'est quelle date que ça devrait se faire? C'est le 11 et 12 décembre. Dans le fond, c'est vendredi et samedi prochain. Wow! Ça fait que c'est d'actualité au bout. On va pouvoir te voir exécuter ça. Puis, oui. Comme tu dis, ben, le fait de pouvoir voir cet appareillage-là qu'on voit rarement, ça va être encore plus spectaculaire. Bon, et puis je le vois parce que, tu sais, Brian est très populaire sur les médias sociaux, puis je vois beaucoup de commentaires. Les gens, c'est ça qu'ils attendent. Ils veulent voir là, comment les gars vont faire au Hummer Tire Deadlift. Mais par curiosité, Jean-François, tu sais, le fait d'être à Denver, là, on parle souvent de la hauteur atmosphérique. Ouais. Est-ce que ça, c'est un élément qui va vous nuire ou qui va vous aider dans cette compétition? Nuire? C'est plus difficile pour vous autres, ça va vous demander plus d'énergie. Oui, parce que tu as moins d'oxygène dans l'air. Mais en même temps, les épreuves qu'on a ne demandent pas énormément de cardio. Okay. Fait, je pense que ça ne changera pas grand-chose. Mais, chose qui est sûre, c'est un avantage pour Brian. Il s'entraîne là. Mais oui, il est là, lui. Fait que c'est sûr que c'est un avantage pour lui, officiellement. OK, cool. Aussi, bon, je refais, je saute un peu du coq à l'âne, mais c'est tellement intéressant ce que tu nous envoies. Je me rappelle dans la rencontre, quand on s'est rencontrés pour le championnat canadien, tu as dit, Danny, on va amener une catégorie additionnelle, on va amener des femmes fortes. Puis je t'ai dit, ben moi je suis emballé parce qu'on a quand même, si ma mémoire est bonne, on a une championne canadienne. Qui est québécoise. Qui est Émilie, c'est ça? Oui, Émilie Morin. Bon, les femmes fortes sont à quel niveau? Ils font quoi? Est-ce que vous leur faites plus attention quand ils font des compétitions ou ils font la même affaire que vous faites, mais... Non, c'est exactement la même chose. Okay. C'est exactement les mêmes épreuves. Au dernier championnat canadien, les filles ont fait exactement les mêmes épreuves que les gars, okay. Mais avec des charges réduites. Puis, il y a eu des très, très bonnes performances. Puis, on le voit au niveau des femmes, là, de la manière que ça se développe au niveau mondial, les charges qu'ils vont lever. C'est rendu qu'il y a beaucoup de femmes qui vont faire des soulevés de terre, par exemple, en haut de 600 livres.
Fais le tour des gyms à Québec, trouve-moi des gars qui font 600 livres et plus au deadlift. T'as de la place en masse dans ton troc, là, d'après moi. Mais c'est très. Moi, ça m'impressionne beaucoup. Puis, OK, il y a un moins gros bassin d'athlètes au niveau des femmes, mais ça grandit beaucoup. Fait que c'est pour ça qu'on voit des athlètes de qualité de plus en plus au niveau mondial. Oui, parce que je regarde juste Émilie, j'ai vu un petit peu sa transformation au courant des dernières années. Et cette fille-là, elle est cote, elle est rendue d'une force assez surprenante. Ah oui, puis quand elle a remporté le championnat canadien, ben c'est pas 2019, on retourne. Oui. Ça a été relativement facile pour elle aussi. Là, c'était pas très, très serré. Elle était beaucoup plus forte que les autres compétitrices, mais je pense que le calibre au Canada, depuis cette fois-là à maintenant, a beaucoup évolué. Fait qu'on risque d'avoir plein de nouvelles personnes. Puis peut-être un nouveau champion, je ne sais pas, ce qui va arriver. Parce que là, Émilie, elle a perdu beaucoup de poids. Okay. Puis elle s'est descendue de catégorie de poids. Mais elle va être en mesure, je pense, de compétitionner encore au championnat canadien. Mais je pense que présentement, Samantha Béliveau, qui est la conjointe de Maxime Boudreau, va être très dure à battre. Ah oui? Oui. C'est une Ontarienne ou c'est une... c'est une fille qui vient des Maritimes, mais elle a déménagé avec Maxime à Thunder Bay. Okay. Puis elle s'entraîne à temps plein là-dedans. Fait que je pense que ça va être l'athlète à battre au championnat canadien 2021. Puis vous avez un de vos hommes forts aussi, qui, je pense, qui a une conjointe qui pratique... ça se peut-tu, David... J'ai-tu rêvé ou Oui, David Nollet, c'est sa conjointe Josée de la Chevrotière qui compétitionne également chez les femmes. Mais là, ça fait tellement longtemps qu'il n'y a pas eu de compé. C'est dur à dire qui est rendu meilleur. Puis tu sais, je vois pas tout leur entraînement non plus. C'est quoi qu'ils font, mais je sais que Samantha est rendue très, très forte. J'ai hâte de voir aussi, il y a peut-être plein de filles dans l'Ouest que je connais même pas, genre qui sont rendues meilleures. Mais je m'attends à toute une bataille au niveau des femmes, puis on va voir des grosses charges. Là. On dit que c'est des charges réduites, oui, mais je vous dis, ils lèvent pesant. Okay. Ils lèvent pesant, puis si on invite des gars de la foule à venir essayer, d'après moi, ils sont mieux de rester assis, là. Ils vont être gênés. C'est intéressant parce que probablement on va le faire, Jean-François, on n'aura pas le choix, puis faire une petite démonstration en même temps à ces gens-là, on va leur dire, regardez le travail qui s'est fait. Non, ils sont très, très forts. Wow! C'est impressionnant. Puis, toi, tu sais, je vais parler dans ta vie privée maintenant. Tu as une conjointe, toi, Jean-François. Oui. Cette fille-là, comment elle fait pour s'adapter à toute ta réalité? Ben, je te dirais que ça fait 8 ans qu'on est ensemble, moi et Cathy, puis elle a tout le temps connu ça. Okay. En partant, c'est pas nouveau. C'est pas comme si je changerais du jour au lendemain. J'étais de même en commençant. Mais regarde, c'est notre routine à nous autres. Elle travaille comme infirmière. Okay. Fait que c'est quand même quelqu'un qui travaille beaucoup, qui fait beaucoup d'heures dans sa semaine. Elle fait souvent des voyages avec moi maintenant. T'sais, au début, on le faisait pas, mais maintenant, ma situation est peut-être plus aisée qu'avant, fait qu'on peut se permettre un peu plus de voyagement. Il y a même des compétitions maintenant qui offrent les billets d'avion pour nos conjointes. Fait que ça lui donne l'occasion de faire plusieurs voyages par année, puis me suivre en compétition. Puis c'est une très bonne helper aussi pour m'aider parce qu'elle est habituée, puis elle sait ce que j'ai de besoin. Fait que je pense qu'on fait une bonne équipe à ce niveau-là. Puis c'est sûr, oui, c'est des sacrifices le temps que je passe à l'entraînement, mais c'est mon travail à moi. Puis elle le voit comme ça, puis elle m'encourage aussi à m'entraîner fort. Là. Elle m'encourageait souvent là, avant le Boston Gasman. Entraîne-toi pas à moitié, là. Pour vrai, puis elle était contente que je réussisse également. OK. Donc, Jean-François, un gars de travaillant comme toi, un gars qui écoute, c'est quasiment maladif tout le travail que tu mets sur toi, l'athlète, puis c'est correct. Je veux dire, pour être un athlète à ce niveau-là, il faut que tu mettes de l'énergie sur toi. Mais tu as souvent des gens qui sont derrière toi, qui te commanditent, qui t'aident. Parce que tantôt, on parlait de même, puis tu me parlais qu'une semaine, il faire manger juste Jean-François Caron, c'est quoi? C'est à peu près 500$ d'épicerie. 500$ par semaine. Par mois, c'est 2000$. À la fin de l'année, on parle de 24 000$ pour faire manger cet athlète-là. Mais ça prend des commanditaires, ça prend du monde qui te donne un coup de main. Oh, et puis j'ai été chanceux. Mon premier commanditaire que j'ai eu, c'était XPN, avec Dan Bérubé. Lui, il m'a pris, dès que je suis arrivé à Québec en 2008, il m'a pris sous son aile. Puis, regarde, c'est encore mon commanditaire majeur, si on veut. Puis j'ai tout le temps été appuyé par eux autres. Puis maintenant, Éric Letourneau qui est rendu propriétaire de XPN. Les gars me suivent en compétition des fois. Je suis déjà allé compétitionner à l'international avec Daniel. Puis Éric, l'an passé, il est venu au World Strongest Man
pour la compétition avec moi. Fait qu'en partant, eux autres, c'est des gars passionnés. C'est des gars qui ont fait des compétitions dans la force. Fait qu'ils aiment ça. Fait qu'ils savent que ce que je fais, puis c'est pas facile. Puis c'est sûr que c'est un gros merci à eux autres. Puis au fil des ans, ça en est ajouté d'autres. Royer, qui me commandite depuis plusieurs années, commandite également le circuit des hommes forts. On a SBD également là, qui donne un gros coup de main au niveau des équipements d'entraînement. Puis SBD qui sont commanditaires majeurs maintenant du World Strongest Man. Ont donné des très bons bonus cette année aux athlètes. Puis je pense que les athlètes l'apprécient beaucoup. Puis, il y en a plein d'autres qui s'ajoutent à ça. Là. J'ai SBD Canada, finalement, qui est Inner Strand, qui nous suivent. Le Festival Labine de Plantagenet, notre ami Alain Lapensée, là, qui m'aide depuis plusieurs années également. Puis j'ai plusieurs autres petits commanditaires là, qui vont me donner un coup de main, là, des fois, au niveau de l'alimentation. Même, je vais avoir des choses qui vont être gratuits, mais ça reste que ça me coûte pareil 500$ par semaine pour manger, puis je sais que c'est pas normal. Je sais que c'est pas normal, mais c'est ça qu'on a de besoin, nous. Puis c'est des sacrifices à faire, mais je pense qu'avec les résultats que j'ai eus, je peux pas avoir de regrets. Hey Jean-François, moi, ça m'a fait plaisir de t'accueillir avec dans notre premier podcast. C'est toi qui as ouvert le bal. J'ai quand même l'intention de te ramener, Jean-François, un petit peu plus loin dans la saison parce que j'aimerais ça qu'on se parle peut-être avec d'autres compétiteurs qui vont être au championnat canadien, que tu nous en présentes quelques-uns, que les gens commencent à connaître un peu plus les hommes forts parce que mon désir quand j'amène le championnat canadien des hommes forts dans mon événement, c'est une fierté parce que c'est pas venu au Québec, si ma mémoire est bonne, depuis sa création, le championnat canadien? Bien, on a eu les événements Expo Québec dans le passé, je pense de 2006 à 2014. Mais dans la région de Québec comme telle, ça fait plusieurs années qu'on n'est plus là finalement. Puis on s'entend que c'est à peu près la meilleure place pour organiser un événement d'homme fort en sol québécois. On a des plus grosses foules ici qu'on va avoir du côté ontarien, exemple, ou même si on va dans l'Ouest canadien, là, c'est presque inconnu. Oui. Les hommes forts, c'est pas dans leur histoire, eux autres. Mais au Québec, les gens savent c'est quoi. Les gens ont un intérêt. On a toujours des grosses foules quand on se déplace. Mais là, les gens vont avoir la chance d'avoir le plus haut calibre au pays, dans leur cours. Puis, je pense que la foule a bien répondu dès la deuxième année chez nous. On est parti de quelques trailers de vannes la première année en 2018. Puis, l'an passé, on peut dire qu'on a quand même foulé un côté complètement. De l'autre côté, on avait du monde. Fait que moi, je vous invite à être très nombreux parce que c'est une chance qu'on a. Moi, je vais vous donner un signal à Jean-François Caron. Je vais dire merci Jean-François de me faire confiance pour le championnat canadien. Puis, je vais te dire mieux que ça. Si le monde sont là, si le monde aime ça, ben pourquoi pas, peut-être dans quelques années, aller chercher une compétition nord-américaine ou ben même... Pourquoi pas? Ben pourquoi pas, pourquoi pas? On le fait ailleurs. Puis je pense que le Rodeau du Mont-Saint-Anne, on a le potentiel de faire ça. Puis peut-être dire au monde, venez nous voir, parce que moi, il me restera peut-être pas 10 ans. Alors, on se dépêche à de voir Jean-François, c'est sûr et certain. Puis, mais j'ai confiance, c'est un excellent porte-parole, un gars qui représente bien les caractéristiques d'un homme fort. Puis en même temps, je trouve que tu es une belle source de motivation pour n'importe quel jeune. Tu sais, je veux dire, le gars qui part de la ferme, puis aujourd'hui, il est rendu à ce sommet-là. C'est impressionnant. Tu as fait des efforts, puis ça, c'est tout à ton honneur. Fait que moi, Jean-François, je te remercie sincèrement d'être notre premier invité de marque. Et je me considère chanceux. J'espère que vous êtes vous aussi du même avis que moi. Donc là-dessus, moi, je vous dis qu'on va avoir un deuxième podcast en décembre, quelque part au cours du temps des fêtes, avec carrément un autre volet qu'on va développer avec vous. Je garde les surprises, je laisse ma boîte de com vous en jaser graduellement, vous teaser, mais sachez qu'on va toujours vous surprendre et manquez pas le prochain parce qu'on est encore meilleur.